Avant les livres, avant les révolutions, avant les théories sur la violence, l'aliénation et la décolonisation, il y avait un homme, un enfant de la mer des Caraïbes, un fils d'une île marquée par l'esclavage, un adolescent qui allait traverser une guerre mondiale, un médecin déterminé à soigner les blessures que personne ne voyait, et un révolutionnaire prêt à donner sa vie pour la libération d'un autre peuple. Voici l'histoire de Frantz Fanon. Frantz Omar Fanon, né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, en Martinique, une colonie française depuis le XVIIe siècle. Il grandit dans un foyer de classe moyenne. Son père, Félix Fanon, est fonctionnaire dans les douanes. Sa mère, Élie Fanon, tient un petit commerce. La famille Fanon appartient à ce qu'on appelait alors la petite bourgeoisie noire assimilée, vivant dans un contexte où les hiérarchies raciales héritées de l'esclavage restent omniprésentes. La Martinique des années 1930, c'est une société coloniale rigide, un racisme institutionnel permanent, une élite blanche béquée contrôlant l'économie, des classes intermédiaires noires et métisses cherchant à s'intégrer au modèle français. C'est dans ce monde que Fanon découvre très tôt la violence symbolique du colonialisme. Au lycée Schulcher, Fanon rencontre un professeur exceptionnel, Aimé Césaire, poète, théoricien de la négritude, futur maire de Fort-de-France. Césaire joue un rôle immense dans l'éveil politique et littéraire du jeune Fanon. Il lui transmet une conscience de l'histoire africaine, une critique radicale du colonialisme, la fierté des peuples noirs, l'importance des arts et des humanités. Même si Fanon ne sera jamais un disciple direct de la négritude, Césaire allume en lui une première révolte intérieure, celle contre la déshumanisation coloniale. À 17 ans, Fanon quitte clandestinement la Martinique pour rejoindre la France libre et combattre le nazisme. Il s'engage dans les forces françaises libres, combat en Afrique du Nord, puis participe à la libération d'Alsace. Ce qu'il découvre pendant la guerre le marquera à vie. Des soldats noirs envoyés au front sans formation, des officiers français méprisant les tirailleurs africains, un racisme violent dans l'armée qu'il pensait libératrice, la contradiction totale entre les valeurs proclamées, liberté, égalité, fraternité, et la réalité vécue par les non-blancs. Il écrit dans une lettre à un ami : « J'ai compris en Europe que le racisme n'est pas une erreur, mais un système. » Blessé puis démobilisé en 1945, Fanon reçoit une médaille, mais revient aux Antilles brisé, lucide, en colère. Ce retour constitue sa première désillusion politique. À son retour, il participe à la campagne électorale d'Aimé Césaire, devenu une figure politique majeure. Fanon suit le mouvement de loin, observe les stratégies, analyse les discours. Mais il se sent étouffé par les limites politiques de l'île. Il quitte la Martinique de nouveau pour poursuivre des études en France. Ses amis diront plus tard, Fanon ne revenait jamais 2 fois au même endroit pour rester le même homme. Fanon s'installe à Lyon, ville marquée par la résistance. Il étudie la médecine puis se spécialise en psychiatrie. Pourquoi la psychiatrie? Parce que Fanon comprend déjà que la domination passe autant par l'esprit que par les armes. Il se passionne pour les travaux de Jasper, Freud, Céline, Lacan, la phénoménologie, Sartre, Merleau-Ponty, la psychologie sociale, la question du trauma chez les peuples opprimés. Il fréquente également les cercles antillais, africains, maghrébins, dont le Front étudiant antillais et des réseaux anticolonialistes. Fanon est façonné par des lectures, mais aussi des rencontres humaines. Premier livre, Peau noire, masque blanc. En 1952, à 27 ans, il publie son premier ouvrage majeur, Peau noire, masque blanc. Un livre incandescent, un cri, une analyse de la psychologie du racisme unique pour son époque. Il y explore la colonisation comme aliénation, les complexes d'infériorité imposés au peuple noir, les mécanismes psychiques du racisme, la violence intérieure créée par l'assimilation, le désir du colonisé de blanchir son identité. Le livre n'est pas immédiatement reconnu en France, mais il circule fortement dans les milieux militants. Aujourd'hui, il est considéré comme une œuvre fondatrice de la psychologie coloniale. En 1953, Fanon devient chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville en Algérie, alors colonie française depuis 1830. Là, tout bascule. Il découvre des malades algériens considérés comme primitifs,
Des pratiques médicales humiliantes, le racisme institutionnel dans chaque couloir, la brutalité policière, les premières bombes du FLN, les tortures pratiquées par l'armée française. Comme psychiatre, il voit l'impact direct du colonialisme sur les corps, les esprits, les familles. Ces patients ne sont pas seulement traumatisés, ils sont colonisés. Fanon comprend que le colonialisme est une pathologie. Son poste devient rapidement une position de résistance. En 1956, Fanon démissionne de son poste. Sa lettre est célèbre. Il n'y a pas de neutralité dans un monde injuste. Il rejoint le FLN, Front de Libération Nationale, et devient l'un de ses intellectuels et diplomates clés. Il écrit dans El Moudjahid, Conseil des combattants, forme des cadres, voyage en Afrique de l'Ouest pour rallier de nouveaux soutiens. Il devient analyste politique, théoricien de la Révolution, diplomate pour le gouvernement provisoire algérien, artisan du réseau panafricain de libération. Fanon était un homme de paradoxe. Il était profondément humaniste, mais soutenait l'usage de la violence libératrice. Il était médecin, mais vivait au rythme des maquis et des frontières clandestines. Il venait de la Caraïbe, mais donna sa vie à l'Afrique. Il aimait le jazz et la poésie, le débat intellectuel, le sport, l'humour et la camaraderie, l'idée d'un monde réellement humain. Il détestait la lâcheté, la compromission, le paternalisme colonial, le réformisme mou, l'hypocrisie occidentale envers les peuples noirs. Fanon n'était pas un idéal abstrait, c'était un homme vivant, brûlant, complexe. Fanon meurt en 1961, à 36 ans, d'une leucémie fulgurante. Mais nous reviendrons sur sa mort plus tard dans la semaine. Car au jour 1, ce qui compte, c'est de comprendre le terreau qui a formé l'un des penseurs les plus importants du XXe siècle. Un homme qui aura consacré chaque respiration, chaque page, chaque voyage, chaque combat à une seule idée, la libération totale de l'humanité. Pour comprendre Fanon, il faut comprendre d'où il vient. Le reste de la semaine nous montrera où il voulait aller. Demain, nous plongerons dans sa philosophie et dans le livre qui a changé la pensée politique mondiale, Les damnés de la Terre. Dites-nous en commentaire, que représente Fanon pour vous? Quelle partie de sa vie aimeriez-vous approfondir? Si cet épisode t'a éclairé, ému ou révolté, nous t'invitons à liker, partager et t'abonner. Chaque geste aide ses voix, ses histoires, ses vérités à voyager plus loin. La connaissance est un champ de bataille et tu fais partie de ce combat. Merci d'avoir écouté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.